dans cette séance consacrée au modèle 2 du devoir surveillé numéro 1 du mois de novembre. Ce sujet comporte la partie physique sur 13 points qui est constituée d'un exercice 1 concernant les ondes mécaniques et un exercice 2 où il y a deux parties. La première partie, la diffraction de la lumière, et la deuxième partie concerne la dispersion de la lumière. Et une partie de chimie sur 7 points consacrée à la cinétique chimique. Commençons par la partie physique. L'exercice 1 sur 6 points. L'énoncé de l'exercice. Une onde progressive sinusoïdale de fréquence 50 Hz créée par une source S à une date t0 égale à 0 se propage à la surface de l'eau. La figure ci-dessous représente à une date t1 une coupe de cette surface sur un plan vertical passant par S. On néglige l'amortissement des ondes. Ici à la surface de l'eau, on a une source qui crée des ondes et qui vont se propager dans toutes les directions à la surface de l'eau. C'est une onde à deux dimensions. La distance AB, de A jusqu'à B qu'on voit sur le schéma, est égale à 30 cm et l'amplitude est constante. Ça veut dire que la distance entre la position d'équilibre et la position maximale va rester constante sur toute la surface de l'eau. Ceci du fait qu'on a négligé l'amortissement. Première question, l'onde est-elle longitudinale ou transversale? Justifiez la réponse. L'onde à la surface de l'eau est transversale car la direction de perturbation et la direction de propagation sont perpendiculaires. Donc on écrira l'onde est transversale car la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de la perturbation. Deuxième question petit a, calculer la valeur de la longueur d'onde lambda. On va la calculer à partir du graphe. On sait que la longueur d'onde c'est la distance entre deux maximums consécutifs ou bien deux minimums consécutifs, ou bien deux positions d'équilibre consécutives. Ici, on a la distance de A jusqu'à B qui est égale à 30 cm. On va compter, il y a combien de lambda? 1, 2 lambda, 3 lambda, puis 4 lambda, 5 lambda, et enfin 6 lambda. Donc la distance AB égale à 6 fois la longueur d'onde. Et sachant que AB égale à 30 cm, on peut déduire lambda. Voyons ça sur un schéma où il y a les différentes longueurs d'onde lambda de A jusqu'à B. Donc le AB égale à 6 fois lambda, lambda égale à AB sur 6, ça veut dire égale à 5 cm. Passons maintenant à la question B. Calculer la célérité de cette onde. On va utiliser la relation du cours V égale lambda fois N, avec lambda c'est 5 10 moins 2 et n c'est 50 cm, ça donne 2,5 mètres par seconde. Troisième question, quelle est la valeur de la date T1? On sait qu'à la date T1, l'onde a parcouru depuis la source S la distance SB. Voyons ça sur un schéma, la distance de S vers B c'est 3 fois lambda. Donc pour parcourir chaque longueur d'onde lambda, il nous faut un temps égal à grand T. Donc ça veut dire pour parcourir 3 lambda, il nous faut un temps qui est égal à 3T. D'où SV égale 3 lambda, donc T1 c'est 3 fois T. Et comme T c'est l'inverse de la fréquence, ça sera 3 sur N, c'est 0,06 secondes. Quatrième question, sur le schéma, combien y a-t-il de points vibrant en phase avec S? À savoir, les points qui vibrent en phase sont distants d'une distance d égale à k lambda, avec k un entier. Donc on va voir sur le schéma, il y a combien de points qui sont distants de S d'une valeur entière de lambda. On va trouver à droite 3 points, le premier est là, le deuxième et le troisième. Il y en a 3 aussi à gauche de S. Donc, en total, il y a 6 points qui vibrent en phase avec la source S. On écrira donc, il y a 6 points qui vibrent en phase avec S, 3 points à droite de S et 3 points à gauche de S. Cinquième question,
soit deux morceaux M1 et M2 de liège qui flottent à la surface de l'eau. Ils sont distants de 40 cm. Petit a, à un instant T, le morceau de liège M1 est au sommet d'une vague. Où se trouve le deuxième morceau M2? Est-ce qu'il est au sommet d'une vague, ou bien au creux d'une vague, ou bien à une amplitude nulle? Justifiez la réponse. On va comparer la distance M1 et M2 qui est égale à 40 cm à la valeur de lambda. On voit que cette distance 40 est 8 fois lambda. Donc je peux dire qu'il vérifie la relation d égale à k lambda. Donc M1 et M2 vibrent en phase. Alors si M1 est au sommet d'une vague, alors M2 est aussi au sommet d'une vague. Maintenant à la question B. Montrer que le morceau de liège M1 se trouve au creux d'une vague aux instants T' égale T plus 2n plus 1 fois T sur 2 avec n un entier naturel et avec T la période temporelle des ondes à la surface de l'eau. D'après la question précédente, à T' égale T, M1 était au sommet d'une vague. Donc, je vais essayer à partir de cet instant de démontrer cette relation. Je vais rajouter maintenant à cet instant T' égale T, T sur 2. Si je rajoute T sur 2, le front d'onde va parcourir lambda sur 2. Comme il était au sommet d'une vague, parcourir lambda sur 2 veut dire qu'il va être au creux de la vague qui suit le sommet précédent, car il a parcouru lambda sur 2. Maintenant, à cet instant T plus T sur 2, je vais rajouter une période grand T. Donc T' égale T plus T sur 2 plus T, ça veut dire que le front d'onde qui était au creux de la vague va parcourir une longueur d'onde lambda. Donc il va se placer au creux suivant. Donc même à l'instant T plus T sur 2 plus T, le point M va se trouver au creux de la vague. Si j'ajoute 2T au lieu d'un seul T, il va se déplacer au creux suivant qui suit le creux précédent de l'instant T' plus T sur 2 plus T. Donc à chaque fois que je rajoute une période, il va se déplacer d'un creux au creux suivant. Et ainsi de suite pour les autres dates, c'est-à-dire chaque fois qu'on ajoute 2T, 3T, 4T, ainsi de suite. Donc si je prends l'instant T' égale à T plus T sur 2 plus cette fois-ci n fois T, il se trouvera donc au creux d'une vague qui suit immédiatement le creux où il était à l'instant précédent. Donc factorisons maintenant cette relation, c'est-à-dire écrivant T' égale T plus T sur 2 plus n T sous la forme T plus, je mets ici au même dénominateur, ça sera T plus 2nt sur 2. Je factorise par T sur 2, je trouve T' égale à T plus T sur 2 facteur de n plus 1. C'est la relation demandée dans l'exercice. Donc à chaque instant où T' vérifie cette relation, le morceau de liège est au creux d'une vague. Passons à la question 6. Choisir parmi les 4 représentations ci-dessous celle qui correspond à Ym1 de T, mouvement du morceau de liège M1 en fonction du temps. Justifiez la réponse. En voyant les représentations 2 et 4, l'amplitude est de 1 mm, ce qui n'est pas le cas dans l'énoncé, l'amplitude était de 2 mm. Et d'après l'énoncé, le point M1 était au sommet d'une vague à l'instant 0. Ça veut dire que la représentation 3, c'est la bonne représentation. D'après le texte, l'amplitude constante de l'onde est de 2 mm. Donc les représentations 2 et 4 ne sont pas valables. Et d'après la question précédente, M1 se trouve au sommet de la vague à l'instant T égale à 0, d'où la représentation 3 correspond au mouvement de M1. Passons maintenant à l'exercice 2 de la partie physique qui est sur 7 points. La première partie, premièrement petit a, citer un phénomène qui est observé à la fois avec les ondes mécaniques et avec la lumière permet de penser que la lumière peut être décrite comme une onde. À savoir le phénomène observé à la fois
pour les ondes mécaniques et la lumière et qui permet de penser que la lumière est une onde, c'est le phénomène de diffraction. On écrira donc le phénomène qui permet de penser que la lumière est une onde et le phénomène de diffraction. Petit b, classer les grandeurs associées à une onde lumineuse, fréquence, période temporelle, longueur d'onde, célérité, en deux catégories, celles qui sont caractéristiques de l'onde et celles qui dépendent du milieu dans lequel se propage l'onde lumineuse. C'est-à-dire, on va essayer de différencier entre la fréquence, période, longueur d'onde et célérité en les classant en deux catégories. Une catégorie qui dépend du milieu de propagation, une autre qui n'en dépend pas. À savoir, la fréquence et la période sont invariantes par changement de milieu. Donc, ce sont des caractéristiques de l'onde lumineuse. Alors que longueur d'onde et célérité changent en changeant de milieu de propagation. Donc, ce ne sont pas des caractéristiques de l'onde lumineuse. On écrira donc la fréquence et période temporelle sont caractéristiques de l'onde et ne dépendent pas du milieu dans lequel se propage l'onde lumineuse. La longueur d'onde, lambda et célérité ne sont pas caractéristiques de l'onde. Elles dépendent du milieu dans lequel se propage l'onde lumineuse. Passons à la deuxième question de l'exercice. Un faisceau laser de longueur d'onde dont le vide égale à 633 nanomètres est dirigé vers un écran opaque et percé d'un trou circulaire de diamètre A 0,25 mm. La distance D entre le trou et l'écran est de 3,50 mètres. On admet que l'écart angulaire θ de la tâche centrale pour une ouverture circulaire du diamètre A est de la forme θ égale 1,22 fois lambda sur A, où 1,22 est le résultat d'un calcul tenant compte de la forme circulaire de l'ouverture. Donc on a ici un écran opaque percé d'un trou, un laser qui envoie de la lumière qui est diffractée à l'ouverture, et on voit sur l'écran une tache lumineuse de largeur L et distante de l'écran d'une distance D. Petit a, établir une relation entre la largeur de la tache centrale, A, D et lambda, calculer L, on suppose θ petit. On va donner un schéma qui résume la situation de l'exercice. Ce schéma comporte une fente, puis une tache centrale, l'écart angulaire θ, et en utilisant le triangle rectangle, on écrit que tangente θ égale à L sur 2D. D'autre part, on avait θ égale 1,22 lambda sur A. Et puisque θ est petite, on peut faire l'approximation tangente θ est pratiquement égale à θ. Donc L sur 2D égale 1,22 lambda sur A. En faisant cette égalité, on tire L égale 2,44 lambda D sur A. Pour l'application numérique, on remplace lambda par 633 nanomètres, D par 3,50, A par 0,25 mm, on trouve 2,16 cm. Question petit b, comment varie L, la largeur de la tache centrale, lorsqu'on rapproche l'écran? D'après la relation précédente, lorsque D augmente, L augmente, et inversement. Lorsque D diminue, L diminue. Donc, lorsqu'on rapproche l'écran, c'est-à-dire D diminue, la tache centrale, sa largeur diminue. On passe à la partie B de cet exercice. L'indice d'un verre pour la radiation monochromatique de longueur d'onde lambda est donné par la formule de Cauchy. N égale A plus B sur lambda au carré, où lambda est exprimé en nanomètres. Première question, donnez l'unité de A et de B. N est sans unité, donc A aussi est sans unité, et la quantité B sur lambda au carré est sans unité. Et puisque lambda est en nanomètres, c'est-à-dire nanomètre au carré, B est aussi en nanomètre au carré. Deuxième question,
Sachant que N1 pour lambda 1 et N2 pour lambda 2, on nous demande de calculer A et B avec 4 chiffres significatifs. On va réutiliser la formule de Cauchy pour N1 et pour N2. Ça fera N1 A plus B sur lambda A au carré, N2 A plus B sur lambda 2 au carré. Je fais la différence N1 moins N2, le A se simplifie et je trouve B sur lambda A au carré moins B sur lambda 2 au carré. En factorisant, on trouve enfin B égale N1 moins N2 sur 1 sur lambda A au carré moins 1 sur lambda 2 au carré. Je remplace N1 par 1 683, N2 par 1 635, lambda 1 par 400 nanomètres, lambda 2 par 800 nanomètres et je trouve 1024 nanomètres au carré. Pour A, je peux utiliser soit la première relation, soit la deuxième. En utilisant la première, A égale à N1 moins B sur lambda 1 au carré. En remplaçant N1 par 1 683 et B par 1024 et lambda par 400 nanomètres, on trouve 1 667. Le résultat est donné avec 4 chiffres significatifs. Passons à la troisième question de cet exercice. Soit un bloc de verre de forme sphérique de rayon R et d'indice 1,680 pour une radiation monochromatique de longueur d'onde lambda. Cette radiation arrive sur le bloc sous une incidence de 30 degrés. La radiation arrive en I avec une incidence de 30 degrés. Elle est réfractée avec un angle R. Il poursuit son chemin dans le bloc, puis une deuxième fois elle est réfractée en I'. La première question, calculer la valeur des différents angles R, R', I' en justifiant la réponse. On doit calculer le I', le R et le R', sachant que I égale à 30 et N égale 1 680. Soit un bloc de verre de forme sphérique de rayon grand R et d'indice N égale 1,680 pour une radiation monochromatique de longueur d'onde lambda. Cette radiation arrive sur ce bloc sous une incidence de 30 degrés. En I, je vais appliquer la deuxième loi de Descartes. N1 sinus I égale à N sinus R. En faisant le calcul sinus I sur 1,680, je trouve que R égale 7,3 degrés. En appliquant la deuxième loi en I, on a déterminé R. Maintenant, pour calculer R', OI, c'est le rayon de ce bloc. OI', c'est aussi le rayon de ce bloc sphérique. Donc, les deux côtés OI et OI' sont égaux. Ça veut dire que le triangle OII' est isocèle. Donc, les deux angles R et R' sont isométriques. Donc, le triangle O' est isocèle en O. Donc, R égale à R' égale à 17,3 degrés. Maintenant, à la sortie en I', je réapplique la deuxième loi de Descartes. N sinus R' égale à 1 sinus I'. On trouve que l'angle I' égale à 30 degrés. Petit b, calculer en justifiant la réponse l'angle de déviation de cette radiation lors de la traversée du bloc de verre. Cette radiation arrive sur le bloc de verre en I. Il est dévié une première fois en I, une deuxième fois en I'. Donc, le rayon lumineux est dévié deux fois. La première fois, il est dévié en I. Alors, ceci, c'est la direction initiale de la radiation. Il est dévié à l'entrée en I, et cet angle, c'est l'angle de déviation. On va l'appeler D1. Le D1 plus petit r égale à I. Donc, D1, c'est I moins R. À la rentrée du bloc, D1 égale à I moins R. Le rayon, en poursuivant son chemin à l'intérieur du bloc sphérique, il est dévié une deuxième fois lorsqu'il va sortir dans l'air. La déviation D2 est l'angle entre la direction initiale et finale. D2 est égal à I' moins R'. C'est la même relation que précédemment.
La déviation totale, c'est la somme des deux déviations, c'est-à-dire grand D égale D1 plus D2, ce que donne I plus I' moins R plus I', ça donne 25,4 degrés. On passe maintenant à la deuxième partie de ce devoir concernant la chimie qui est sur 7 points, l'oxydation des ions iodures par l'eau oxygénée. On se propose d'étudier la cinétique de la transformation lente de décomposition de l'eau oxygénée par les ions iodures en présence d'acide sulfurique. La transformation considérée est totale. L'équation de la réaction qui modélise la transformation d'oxydoréduction s'écrit H2O2 plus 2I- plus 2H+, donne I2 plus 2H2O. Première question, étude théorique de la réaction. Petit a, donner la définition d'un oxydant. C'est une question de cours. Un oxydant est toute espèce chimique capable de gagner un ou plusieurs électrons lors d'une réaction chimique. Petit b, identifier dans l'équation de la réaction étudiée les deux couples d'oxydoréduction mis en jeu et écrire leur demi-équation électronique. De l'équation bilan, on a le premier couple H2O2 sur H2O et I2 sur I-. On écrira pour les deux couples d'oxydoréduction les deux demi-équations électroniques. Pour H2O2 sur H2O, c'est H2O2 plus H+, plus 2 électrons, ça donne 2H2O. Le deuxième couple, I2 plus 2 électrons, donne 2I-. Deuxième question, suivi de la réaction. À la date T égale à 0, on mélange 20 ml d'une solution d'iodure de potassium de concentration 0,1, acidifié avec de l'acide sulfurique en excès, 8 ml d'eau, et 2 ml d'eau oxygénée à 0,10 mol par litre. Le tableau suivant donne l'évolution de la concentration molaire en diode formé I2 en fonction du temps. Petit a, calculer les quantités de matière de réactif initialement introduites. On va calculer la quantité de matière de l'eau oxygénée. Son volume c'est 2 ml, sa concentration 0,1. Ça va donner N initial de H2O2, c'est 2 10-3 fois 0,1, ça donne 2 10-4 mol. Pour le réactif I-, on a le volume, c'est 20 ml, de concentration 0,10 mol par litre. Ça donne comme quantité initiale 2 10-3 mol. L'acide sulfurique, il est en excès et c'est un catalyseur pour cette réaction. Petit b, dresser le tableau d'avancement de la transformation. Le tableau est le suivant, où il y a les quantités de matière initiale de chaque réactif, ainsi de chaque produit initialement et à l'état final. Petit c, le mélange initial est-il stoichiométrique? Pour savoir si un mélange est stoichiométrique, on va comparer la quantité de matière initiale de chaque réactif sur son coefficient stoichiométrique avec l'autre réactif, c'est-à-dire ici N0H2O2 sur 1 et N0I- sur 2. En calculant N0H2O2, ça donne 2 10-4 mol et N0I- sur 2, c'est 10-3. On constate que ces deux quantités ne sont pas égales. Donc, si ces quantités ne sont pas égales, alors le mélange n'est pas stoichiométrique. À savoir, si le mélange est stoichiométrique, les deux quantités doivent être égales. Petit d, établir la relation entre la concentration molaire en diode et l'avancement X de la transformation. Selon le tableau d'avancement, la quantité de matière de I2 est égale à X, ce qui veut dire que la concentration I2 c'est X sur V. Petit e, déterminer l'avancement maximal X max de la réaction, en déduire la valeur théorique de I2 moins à l'infini, c'est-à-dire la concentration en diode formée lorsque la transformation est terminée. Donc d'après la question précédente, le N0H2O2 sur 1 est inférieur à N0 et moins sur 2.
Donc, le H2O2, c'est le réactif limitant. Donc, N0H2O2 sur 1, c'est X max, c'est 2, 10, moins 4 mol. Pour calculer la concentration L infini de I2, ça sera X max sur V. Ça donne 2, 10, moins 4 sur 30, 10, moins 3, c'est 6,7, 10, moins 3 mol par litre. Troisième question, exploitation des résultats. Le tracé ci-dessous représente les variations de l'avancement X de la transformation en fonction du temps. Delta et la tangente ont t égale à 0. La première question, donner la définition de la vitesse volumique de la réaction et établir une relation entre la vitesse volumique de la réaction et la concentration de I2. D'après le cours, l'expression de la vitesse volumique de réaction s'écrit 1 sur V dx sur dt. En faisant rentrer V à l'intérieur de la dérivée, ça me donne V égale à d de x sur V sur dt, et x sur V n'est autre que la concentration de I2. Donc la vitesse égale dérivée de la concentration de I2 sur d de t. Petit b, calculer la vitesse volumique de réaction à l'instant t égale à 0. D'après cette courbe, on va calculer le coefficient directeur de la tangente delta. C'est delta x sur delta t. Je vais prendre deux points, c'est 200 10 moins 6 et 500 moins 0. Ça me donne 7,98 10 moins 4 mol, litre moins 1, seconde moins 1. Comment varie la vitesse de réaction? Justifier la réponse. D'après cette courbe, les tangentes deviennent de plus en plus horizontales. Donc le coefficient directeur de ces tangentes diminue au cours du temps. Ce qui veut dire que la valeur de la vitesse va aussi diminuer. D'après la courbe x égale à f de t, les tangentes à la courbe deviennent de plus en plus horizontales. Donc les différents coefficients directeurs de tangente à la courbe diminuent au cours du temps. D'où la vitesse de réaction diminue au cours du temps. Petit d, quel facteur cinétique peut être responsable de cette variation? Le facteur cinétique responsable, c'est la diminution de la concentration des réactifs. C'est le facteur cinétique responsable de la diminution de la vitesse. On écrira le facteur cinétique permettant d'expliquer cette diminution de vitesse et la concentration en réactif qui diminue au cours du temps. C'est la fin de cette séance. Merci de votre attention et au prochain devoir surveillé du mois de décembre.